La toute première fois que j'ai entendu le mot camp, c'était devant la saison 1 de Drag Race France. Et alors, je me suis immédiatement dit, j'ai pas compris. Je n'avais aucune idée de ce que ce mot pouvait vouloir dire. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué dans mes précédentes vidéos, lorsque je ne comprends pas un mot, j'ai tendance à revenir à son étymologie pour essayer d'en deviner le sens. Donc là, je me suis dit, bon, camp, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être un raccourci de camping? Mais clairement, ce que je voyais à l'écran n'avait rien à voir avec le camping. À part peut-être ce look de Sarah Forever. Ton look est tellement camp, je crois que c'est le look le plus camp qu'on ait eu depuis le début de cette compétition. Rapport aux boîtes de sardines. Ah oui, et je suis consciente que ce que je montre, c'est la saison 2, mais c'est ma saison préférée. Enfin bref, j'ai donc entrepris des recherches afin de savoir ce que c'était que ce camp. Et puisqu'on est en pleine saison 4, je vous invite à venir avec moi chercher le sens de cette notion. Vous l'aurez compris, le mot camp ne vient effectivement pas du mot camping. En réalité, sa première occurrence est française. La toute première fois que l'on trouve l'expression camp, c'est en fait le verbe se camper. On le trouve dans une pièce de Molière, Les Fourberies de Scapin, de 1671. Pour vous situer l'intrigue, cette pièce parle de deux jeunes hommes qui se sont mariés en secret pendant l'absence de leur père. Or, à leur retour, les patriarches destinent les jeunes hommes à des mariages forcés. Dans ce contexte, Scapin, héros de la pièce, enchaîne les fourberies et multiplie les manigances pour obtenir de l'argent. C'est acte 1, scène 5, que l'expression « se camper » est employée. Scapin déclare « Tais-toi un peu, enfonce ton bonnet en méchant garçon, campe-toi sur un pied, mets la main au côté, fais les yeux furibonds, marche un peu en roi de théâtre, voilà qui est bien. » Cette réplique s'adresse à un autre personnage auquel il compte faire jouer la comédie dans le but de servir un de ses mauvais coups. Donc, à l'origine, l'expression « se camper », elle signifie prendre une attitude stéréotypique afin de rentrer dans un rôle immédiatement reconnaissable. Par exemple, Louis XVI, il se campait dans une persona. Si vous ne savez pas ce que c'est une persona, je vous invite à voir ma vidéo précédente. Pour vous résumer, les personas, ce sont des rôles qu'on joue, des masques qu'on porte. Toutes les personas ne sont pas camp. Mais la persona de Louis XIV est camp. C'est une persona grandiloquente. C'est le roi soleil. Enfin bon, on n'a pas fini de comprendre les origines du mot, alors c'est un peu tôt pour dire qu'est-ce qui est camp ou qu'est-ce qui ne l'est pas. L'expression se camper, malgré son origine française, se popularise et se développe dans la langue anglo-saxonne. En effet, elle connaît notamment des occurrences grâce au théâtre baroque du XVIe siècle. Pour vous situer un peu le baroque, c'est un mouvement artistique du XVIe siècle qui est caractérisé par le goût du mouvement, de la dramatisation, de l'exubérance décorative. Le baroque est un paradigme esthétique, complexe, qui a pour but de surprendre et d'émouvoir les spectateurs. On ajoute le baroque au fait que, à la Renaissance, les femmes n'avaient pas le droit de jouer sur scène et donc qu'on avait un travestissement des acteurs masculins pour interpréter les rôles féminins, comme cela pouvait être le cas dans la Grèce antique ou dans le théâtre asiatique, et on obtient une nouvelle définition de l'expression « se camper ». Si camper, dans la tradition française, c'était poser un personnage de manière excessive pour reprendre son attitude de manière stéréotypique, en Angleterre, au contact de l'exubérance du baroque et du travestissement, se camper, camper, camp, devient
une esthétique visuelle. C'est l'ennemi du naturel, c'est l'artifice, l'exagération. C'est une subversion des normes sexuelles et un art de l'artifice. Dans un texte de TD, d'art et de philosophie de la Sorbonne, on nous explique: la nature est avalée tout entière par l'artifice. Le ridicule est accompagné d'une admiration sans borne. Mais attention, le Kemp, ce n'est pas la moquerie et la caricature, mais un artifice ouvertement faux et créé de toutes pièces qui suscite de la sympathie, de l'affection pour cet excès. Avec le travestissement, le Kemp devient également un jeu sur le genre. Dans le même TD, on nous dit: le Kemp secoue les normes en se nourrissant des clichés, des injonctions contradictoires, en les gonflant jusqu'au ridicule, il libère le rire à travers un artifice qui déforme le réel. De plus, en Angleterre, le terme Kemp intègre la langue polari. Mais la langue polari, qu'est-ce que c'est? La langue polari est un argot anglo-saxon employé par des communautés minoritaires et qui est apparu dans les environs du XVIIIe siècle. Il est parlé par exemple par les marins, par les hommes et femmes du spectacle ou encore par les personnes homosexuelles. Kemp est à la fois un adjectif et un nom. On trouve aussi parfois campy. Il est beaucoup plus répandu et populaire dans les langues anglaises et il se diffuse à travers la langue polari. Donc, notamment au sein de la communauté LGBTQI2A+. C'est donc sans surprise qu'on le retrouve dans le théâtre berlinois des années 20, années 30. Il explose notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui peut paraître un peu contradictoire, mais il faut que je fasse une vidéo sur le cabaret pour qu'on démêle tout ça. Au cabaret, le Kemp consiste souvent à en prendre ce qu'on nous reproche et l'habiter de manière tellement excessive qu'il est revendiqué et qu'on ne peut plus nous le reprocher, voire même qu'on l'aime. On devient aimé pour ce qu'on nous reprochait parce qu'on l'habite de manière excessive et exubérante. Alors le Kemp devient un code caractéristique de la communauté LGBTQI2A+, synonyme de grandiloquence et d'extravagance pour faire face à l'oppression. Ainsi, le Kemp comme code et comme esthétique est par exemple repris dans le film Le Cabaret de Robert Fosse en 1972. Il se développe aussi aux États-Unis, notamment au sein des ballrooms. Si vous ne savez pas ce que c'est les ballrooms, je vous invite à regarder le film documentaire, soyons précis, Paris is Burning, par Jenny Livingston, sorti en 1991. En effet, dans ce film, vous comprendrez ce que sont les ballrooms, ce qu'est le voguing, et concrètement, vous allez pouvoir comprendre plein de références qu'on a dans l'émission Drag Race. Mais pour faire simple, les ballrooms, ce sont des soirées avec des événements compétitifs, par exemple des compétitions de danse ou de tenue. Et donc, au sein de ces ballrooms, la notion de Kemp, encore une fois, se développe, se diffuse. Et finalement, en lançant l'émission Drag Race en 2009, RuPaul accentue d'autant plus le rayonnement de la notion de Kemp. This is the first time a drag queen has ever been put on the cover of... Drag queen? A drag queen! I am the queen of drag! Puisque le Kemp est une exagération, une subversion, et notamment une subversion de genre, le drag est par essence intrinsèquement Kemp. Bon, résumons, le Kemp est un terme beaucoup plus utilisé par la communauté LGBTQI2A+, que tout autre. On le retrouve en particulier dans Drag Race. Mais du coup, est-ce que l'esthétique, le mouvement, le code Kemp se limite à cette communauté ? Non. Net, simple, efficace. Non. Le Kemp n'est pas la propriété
pur et dur de la communauté LGBTQI2A+. On est généreux en partage. Par exemple, Joséphine Baker, chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue et résistante française d'origine américaine au début du XXe siècle, joue également sur cette esthétique. Elle tourne par exemple à la dérision des stéréotypes racistes dans des performances qui sont à la fois belles et humoristiques. Par exemple, sa fameuse tenue avec les bananes autour de sa taille est un chef-d'œuvre du camp, j'ai envie de dire. Quand on veut comprendre ce qu'est le camp, la plupart du temps, la meilleure chose à faire, c'est de se référer à l'essai de Susan Sontag de 1964, Nuts on Camp. Dans cet essai, elle dit notamment « En effet, l'essence du camp est son amour pour le non-naturel, l'artifice et l'exagération. Et le camp est ésotérique, quelque chose comme un code privé, un badge identitaire au sein de groupuscules urbains. Donc le camp n'est pas nécessairement la propriété de la communauté LGBTQI2A+, mais le camp est marginal et ne séduit pas tout le monde. Le camp aime les détournements, que les choses ne soient pas ce qu'elles semblent être. En un sens, le camp met tout entre guillemets. Par exemple, attends, c'était quoi ça ? Par exemple, j'ai perdu la tête. Ok, rien de particulier, mais j'ai perdu la tête. Là, c'est camp, parce qu'on sait pas trop. Qu'est-ce que tu nous parles de tête ? Comment ça, tu as perdu ta tête ? Bon, je m'égare. Le camp, c'est l'ironie, la dérision, l'exagération, l'artifice performatif. Le camp s'enracine, s'inspire, s'alimente, s'imprègne et se diffuse dans la culture populaire. C'est pour ça que le camp est marginal, mais n'est pas réservé à une unique communauté. Toujours dans son essai, Susan Sontag donne notamment une liste de tout ce qui est camp. Et elle précise, le camp est bien plus qu'un goût d'homosexuel. Une phrase qui sonne terriblement mal, by the way. Dans sa liste d'éléments camp, elle cite par exemple les lampes Tiffany, les boas en plume, ou encore les opéras de Richard Strauss, mais pas ceux de Wagner. Ce qu'il faut retenir de son énumération, c'est que si le camp ne séduit pas tout le monde, il est présent dans tous les arts. On le retrouve par exemple dans la mode. Quelques moments mode particulièrement camp, on peut retenir Les femmes insectes de Thierry Mugler dans le défilé haute couture de printemps 1997, qui est très audacieux et marquant visuellement. Il invoque le thème de la transformation et transmet un message politique sur l'importance de la nature. Autre moment mode particulièrement camp, L'armée de Barbie de Jérémy Scott pour Moschino. C'était le défilé de printemps 2015. Ou encore, toujours chez Moschino, le défilé d'automne 2014, inspiré de fast-food. Le camp prend des éléments de la culture populaire et il est excessif, artificiel, comme on l'a dit précédemment. Mais le camp, ce n'est pas seulement les vêtements. Quand on parle de mode camp, c'est aussi le maquillage. Et on peut le voir dans les collections de John Galliano. J'étais en train de me dire, est-ce qu'il s'appelle John ? Oui, John Galliano chez Dior. Notamment sur le défilé de printemps 2004, haute couture, inspiré de la mythologie égyptienne, ou encore le défilé Geisha, haute couture 2007. Les maquillages sont particulièrement camp. Ils étaient réalisés par Pat McGrath. Mais le lien entre mode et camp a été souligné particulièrement lors du Met Gala 2019. En effet, cette année-là, le thème de l'exposition du Metropolitan Museum of Art Costume Institute, je suis un petit peu bilingue, je crois bien, pardon, c'était le camp. Il y avait par exemple un accent mis sur le dandysme, ce mouvement anglais
du XVIIIe siècle, on utilisait les vêtements, on visait l'excellence, l'élégance, à travers une attitude parfois jugée extravagante, parce qu'on était dans une recherche perpétuelle du beau. Le dandy le plus connu, c'est Oscar Wilde. Et Oscar Wilde est cité par Susan Sontag dans son essai Notes on Camp. Elle dit en effet, ou plutôt elle le cite, « On doit soit être une œuvre d'art, soit porter une œuvre d'art. » J'ai choisi l'exemple de la mode parce qu'il permet d'analyser les défilés dans Drag Race et aussi parce que la mode est un art qui, pour je ne sais quelle raison, me touche particulièrement. Mais je le rappelle, le camp touche tous les arts. On le retrouve par exemple en musique. En parlant de musique, Lady Gaga et Katy Perry ont tour à tour été qualifiées de reines du camp par Vogue et par Teen Vogue, ce qui prouve encore une fois que le camp s'étend au-delà de la communauté LGBTQI2A+. D'ailleurs, au moment où Vogue et Teen Vogue qualifient les pop stars de reines du camp, on est dans les années 2010. Et le camp a alors une connotation un petit peu péjorative. On le comprend comme un synonyme de kitsch. C'est vrai, le camp est exubérant, il prend des éléments de la culture populaire. Finalement, qu'est-ce qui le différencie du kitsch ? Tout d'abord, le camp et le kitsch ont deux histoires, deux origines profondément différentes. Pour les origines du camp, on les a vues en début de vidéo. Mais les origines du kitsch, qu'en est-il ? Le terme kitsch est d'origine bavaroise. Il est né en Allemagne vers 1860. Il provient du verbe verkitschen qui donne le terme kitchen, dont on n'a pas de traduction littérale, mais qui peut se comprendre comme ramasser des déchets dans la rue, bâcler, faire de nouveaux meubles avec du vieux, voire vendre de la camelote à la place de ce qui a été effectivement demandé. Au tournant du XIXe siècle, les classes moyennes et la bourgeoisie qui émergent souhaitent imiter le luxe dans lequel vivent les classes nobles. La noblesse, elle, bien qu'elle commence à se désargenter, possède en effet de nombreux objets luxueux qu'ils ont construits sur des décennies et transmis de génération en génération. La classe moyenne et la bourgeoisie viennent seulement d'acquérir un patrimoine économique un peu plus confortable. Et ils veulent maintenant posséder autant d'objets luxueux que ce que la noblesse a acquis pendant de nombreuses années. Ils vont donc utiliser l'industrialisation et des matériaux bas de gamme afin de pouvoir obtenir le plus rapidement possible des objets décoratifs qui imitent le luxe. Dans la revue numéro 72 de Esthétique Inesthétique, intitulée Entre diabolisation, séduction et légitimation, le kitsch ou l'imitation comme mal esthétique par Florence Banco, universitaise française agrégée d'allemand, on nous dit « Le kitsch devient alors un art du faux, dès lors que l'objet d'art, voué à la consommation, devient une marchandise destinée à la masse. » En effet, à travers l'objet kitsch, on cherche à s'emparer de codes pour imiter une classe sociale qui a construit sa fortune sur des décennies et des décennies. Dans la même revue, c'est un art du bel effet immédiat, où l'objet opère comme un fétiche voué à manifester une puissance, à satisfaire un désir d'appropriation et de valorisation sociale, plus qu'à satisfaire le sens esthétique. Dans les romans réalistes et naturalistes, deux genres littéraires du XIXe siècle qui cherchent à faire le portrait
le plus fidèle possible de la société du 19e siècle, on peut en effet constater ce phénomène. Par exemple, dans Nana de Émile Zola. Pour vous situer un petit peu l'histoire, Nana est une courtisane, une femme issue d'un milieu pas aisé, qui fréquente un milieu bourgeois, voire parfois noble, dans le but d'obtenir un mode de vie plus élevé. Dans ce roman, on peut ainsi lire « C'était une passion qui lui restait de sa jeunesse pour le clinquant de l'article de Paris, les bijoux faux, le zinc doré, le carton jouant le cuir. Quand elle passait, elle ne pouvait s'arracher des étalages, prise surtout par le goût criard des bibelots à bon marché. » Donc le kitsch, dans son sens premier, est un objet de pacotille qui cherche à imiter un objet de luxe. Le kitsch se définit par rapport à un art jugé plus noble et utilise des références populaires ainsi que des matériaux bas de gamme car il est destiné aux masses. Alors, peut-être que vous avez décerné, depuis que je commence à vous parler du kitsch, qu'il y a un énorme mépris des classes dans cette notion. En effet, c'est les classes supérieures qui donnent au kitsch cette connotation négative. Je vais reprendre l'exemple de la mode, mais ça, on peut toujours le constater aujourd'hui. Par exemple, on a le style old money, avec des petits logos, des matières de bonne qualité, des vêtements dits intemporels. Je me permets une brève aparté pour vous préciser que ce style est très largement repris sur les réseaux sociaux avec différents tutoriels pour nous apprendre les choses à faire et ne pas faire pour s'habiller comme les riches. Qu'on oppose au new money, souvent jugé kitsch, et qui lui utilise des couleurs vives, des logos ostentatoires, des coupes audacieuses. C'est un style clinquant qui est donc jugé kitsch. 2 dernières observations avant de vous laisser tranquille avec mon exemple. La première, le hashtag old money est bien plus populaire que le hashtag new money sur les réseaux sociaux. Et la deuxième, en plus d'être élitiste, on constate aussi que le old money est insinueusement raciste. Autre exemple dans la mode, les contrefaçons sont par essence kitsch. Ah, c'est un Chanel ton haut? Pas du tout, c'est un faux. C'est mon but, c'est de trouver la beauté dans la subversion. Montrer que le beau passe par la marque. Mais comme le fait Lila, on peut se les réapproprier dans le but de faire valoir la beauté de la subversion. Et c'est alors que le kitsch devient camp. Le camp étant le sujet principal et même le sujet tout court de cette vidéo, je ne vais pas continuer à épiloguer sur le kitsch. Mais si cela vous intéresse, je vous mets 2 vidéos en description pour creuser plus loin. Simplement, aujourd'hui, quand on emploie le terme kitsch, on veut généralement dire de mauvais goût, de mauvaise qualité, passé de mode. En gros, ce qu'on va retenir ici, c'est que le kitsch, c'est une recherche d'appartenance à une catégorie sociale par l'imitation de mauvaises manufactures. Tandis que le camp, c'est la revendication d'une identité exubérante. Finalement, Susan Sontag, dans Not So Camp, son fameux essai de 1964, déclare « L'ultime affirmation camp, c'est bien parce que c'est horrible. » Alors attention, horrible d'un point de vue esthétique, pas d'un point de vue moral. On pourrait sinon traduire par c'est tellement nul que ça en est bon. C'est là que je me dis que les blagues de mon père sont hyper camp. Et finalement, pour conclure cette vidéo, cette anti-sèche sur le camp, je me dois de vous rapporter ceci. Andrew Morton, commissaire de l'exposition du Met en 2019, rapporte que essayer de définir le camp, c'est comme essayer de s'asseoir dans le coin d'une pièce ronde. Gingembre, hein. Ce que Susan Sontag affirmait également dans son essai. Elle soulignait la difficulté, voire l'impossibilité de définir le camp.
Le camp, finalement, ce n'est pas un mouvement artistique qu'on pourrait qualifier en quelques points. Dans son essai, Suzanne en établit 58, et pourtant, il est non exhaustif. Le camp, c'est plus une vibe, une énergie, une atmosphère, une impression, un mood. Si le terme provient à l'origine du français, la manière dont il a évolué dans les langues anglaises font qu'il est aujourd'hui intraduisible. C'est pour ça que dans Drag Race France, on utilise directement l'expression camp, au lieu de tenter de retranscrire l'énergie avec une accumulation de mots. Le camp n'est pas seulement une esthétique, mais aussi une attitude. Par exemple, dans la mode, ce qui est camp, ce n'est pas seulement le vêtement, mais aussi la manière de le porter, de le présenter. Bon, voilà. Maintenant que vous avez vu cette petite anti-sèche, qui se conclut par le fait qu'on ne peut pas définir le camp, top, vous pourrez sûrement mieux juger de la campité des outfits ou même des performances que vous verrez lors de cette saison 4 de Drag Race. C'est parti.